C'est l'histoire d'un pigeon à Paris, amoureux des statues. Grâce à lui, pas de métro, de bus et de scooter, pas d'embouteillage, il nous emmène en promenade, à tire-d'aile, à la rencontre des statues et des bustes de la capitale. Combien y en a-t-il? 1000, 2000, 3000? Difficile de donner un chiffre. Les statues sont partout, sur les façades des immeubles, dans les squares, dans la rue et dans les jardins. Celui du Luxembourg, par exemple, où le Verlaine de pierre observe avec mélancolie les joggeurs, les promeneurs et les vieux sénateurs. Installé depuis 1911 à l'ombre des grands cerisiers japonais, Paul Verlaine, buste numéro 63 du Jardin du Luxembourg, est l'œuvre de Rodin, surnommé le Rodin suisse. Verlaine avait l'habitude de déambuler dans cette partie du jardin après avoir bu dans les cafés voisins de la bibine à dessous et de l'absinthe, son poison vert, son casse-poitrine. Et c'est ici aussi qu'il pensait et écrivait ses poésies. Colloque sentimental. Dans le vieux parc solitaire et glacé, deux formes ont tout à l'heure passé. Leurs yeux sont morts et leurs lèvres sont molles, et l'on entend à peine leurs paroles. À la promenade, le ciel si pâle et les arbres si grêles semblent sourire à nos costumes clairs, qui vont flottant légers avec des airs de nonchalance et des mouvements d'ailes. Voici des fruits, des fleurs, des feuilles et des branches. Et puis voici mon cœur qui ne bat que pour vous. Ne le déchirez pas avec vos deux mains blanches, car vos yeux si beaux, humbles, présents soient doux. Ouais. C'était Paul Verlaine. C'était Paul Verlaine. De l'énorme front plissé et furibond de Paul Verlaine s'échappent du vague à l'âme les souvenirs maudits des amours perdus, des femmes bien sûr, mais également le souvenir d'Arthur Rimbaud, son amour destructeur. La statue de Rimbaud se trouve en face du pavillon de l'Arsenal dans le 4e arrondissement. Elle est signée du sculpteur Ipoustéguy. L'œuvre s'intitule « L'homme aux semelles de vent », D-E-V-A-N-T, parodiant ainsi le surnom que Verlaine avait donné à Rimbaud, l'homme aux semelles de vent, la bourrasque, la tempête. Et passant auprès de la statue, les Parisiennes et les Parisiens récitent le Dormeur du Val. Les parfums ne font pas frissonner sa narine. Il dort dans le soleil, la main sur sa poitrine. Tranquille, il a 2 trous rouges au côté droit. Quelques battements d'ailes entre le 4e et le 9e arrondissement et notre pigeon se pose sur les toits de Paris, plus exactement au 10 boulevard de Montmartre. Ici, c'est Grévin, le royaume des statues en chair et en cire. Nous sommes dans les coulisses du musée Grévin, puisque nous sommes dans les ateliers, sous les toits de Paris, dans le bâtiment de Grévin, et exactement dans l'atelier maquillage. Et c'est là où sont donc créés tous les personnages, une fois que le sculpteur a élaboré le modelage en terre glaise, qu'il a été moulé, et que le visage arrive ici en cire vierge. Et là, les couleurs de la vie apparaissent petit à petit avec divers artistes qui travaillent dessus. 125 ans de personnages illustres de Louis XIV à Henri Salvador, les statues du musée Grévin troublent les visiteurs par leur réalisme saisissant. En suçant mon pouce, j'écoutais un m'endormant. Cette chanson douce, je veux la chanter pour toi. Ta peau est douce comme la... Avec Henri Salvador, écoutez, ce fut des rendez-vous de grand bonheur, de grands éclats de rire, parce qu'effectivement, il est plus que joyeux. C'est un être assez exceptionnel et qui transmet sa joie de vivre. Et c'était très important justement pour le sculpteur, qui est Denis Longchamp,
de retrouver ça dans le personnage. Et c'est vrai qu'il va rester parmi les beaux et grands souvenirs du musée Grévin, ça c'est évident. Si tu veux, le loup on s'en fiche, qu'entre lui nous serons deux. Une chanson douce que me chantait ma maman. Et au musée, une fois les visiteurs partis, que font les statues de cire la nuit? On aimerait bien savoir ce qui se passe la nuit, effectivement, avec tous ces personnages. Je sais que Gérard Rolfe nous raconte souvent que son personnage va se promener dans le musée à la rencontre de Monica Bellucci ou d'autres. Laurent Gérard, je crois qu'il en rêve aussi. Non, ils sont tous très coquins. On ne sait pas ce qui se passe la nuit dans Grévin. Il se passe sûrement des choses, mais voilà, c'est toujours l'illusion. Voilà, ça c'est Grévin, c'est le monde de l'illusion. Illusion ou réalité? Le buste de Dalida ne vient-il pas d'ouvrir grand les yeux? En une petite dizaine d'années, le buste du sculpteur Alzan est devenu une œuvre presque divinisée, au même titre que les reines d'Égypte et les grandes prêtresses de Luxor. Place Dalida, devant le buste de la chanteuse et sa longue chevelure de bronze, on ne peut s'empêcher de fredonner « Il venait d'avoir 18 ans », Gigi Lamoroso, Bambino ou Parole Parole. À hauteur d'homme, l'œuvre est sans cesse photographiée, mitraillée, adulée, comme l'a été la star. Alors Dalida nous a quittés le 3 mai 1987, nous l'avons inhumée le 7 mai 1987. 10 ans plus tard, nous avons inauguré cette statue. Il y avait donc beaucoup de monde, il y avait Hervé Villard, Michel Drucker, Bertrand Delanoë, son frère Bruno, Gilles Manson, Mireille Mathieu, bon, quelques artistes qu'il aimait beaucoup et qui sont venus en hommage aux 10 ans de sa disparition. Avec tout ce beau monde qui était autour de nous, bon, vous savez, nous en avons été de notre larme, évidemment, parce que ça faisait déjà 10 ans qu'elle nous avait quittés et qu'on n'a pas vu 10 ans passer. Et elle nous manque toujours. Elle chantait vraiment ce qu'elle vivait. Hein. Le pigeon de Paris est libre comme la Révolution. Il fonce d'une statue à l'autre, de Montmartre à Odéon, pour venir se poser sur le vieux Danton. Au cœur du quartier latin, depuis plus de 100 ans, la statue de Danton n'a rien perdu de son panache. Quelle œuvre, quel homme, quelle puissance exprimée par le sculpteur Auguste Paris. De l'audace, encore de l'audace, toujours de l'audace. Danton est là, sur une stèle trop haute, debout et en bronze, orateur et tribun jusqu'au bout des ongles, haranguant la foule, à ses genoux 2 jeunes révolutionnaires portant bonnet phrygien et rameaux d'olivier, et tout autour des fusils et des tambours. Sûr, la statue de Danton va s'arracher de son socle et appeler de nouveau les Parisiens à prendre les armes et à aller raser la Bastille. À la Bastille! Un petit tour à la Bastille et le pigeon vient roucouler sous les branches auprès d'un autre grand personnage de l'histoire de France. Flamboyante, guerrière et merveilleusement idéalisée, la statue du maréchal Ney n'a de cesse d'embellir le quartier de l'Observatoire à Paris depuis son installation le 7 décembre 1853. Créée par François Rude, un sculpteur fasciné par l'épopée napoléonienne, la statue représente le maréchal Ney dans l'immortelle attitude du commandement, sabre au clair, galvanisant les grognards de l'empereur d'Austerlitz à Waterloo. Cette statue, contrairement à ce que parfois on croit, n'a pas été décidée par le Second Empire. Elle a été décidée par la Seconde République en 1848. Et il y a dans cette statue non seulement un éloge au maréchal Ney, mais une sorte d'éloge sous-jacent à la victime du pouvoir monarchique. Il a été fusillé par le pouvoir de Louis XVIII. Et il y a donc un petit côté révolutionnaire sous cet aspect militaire. Il paraît que c'est l'endroit où vraiment il a été exécuté. Il a l'air bien fier, là. Et c'est l'homme dans toute sa splendeur. Suivons notre pigeon dans le ciel de Paris, bien décidé à nous présenter l'ensemble des maréchaux. Après Ney, voici le maréchal Joffre en face de l'école militaire dans le 7e arrondissement.
La statue équestre du maréchal a été érigée en 1933 à la gloire de ce fils de viticulteur et de tonnelier qui va devenir chef d'état-major de l'armée française de 1914 à 1917 et remporter la bataille de la Marne. C'est en 1933 que cette statue a été érigée et est un emplacement crucial pour son existence puisqu'il a terminé son existence dans l'école militaire où il avait ses bureaux jusqu'à la fin de sa vie. C'est dans la salle des maréchaux, au premier étage de cette école militaire, où sa dépouille a été exposée. Mais ce que personne ne sait, ou presque, c'est que c'est ici même qu'il a commencé sa carrière comme sous-lieutenant, sur ce terre-plein où il était le garde d'une batterie de campagne pendant le siège de 1870. Et c'était pour récompenser, pour solenniser le premier maréchal de l'histoire de la guerre de 14 et le vainqueur de la Marne. Alors, il faut revenir un petit peu en arrière, parce que quand on lui donne le bâton de maréchal en décembre 1916, la France n'a plus de maréchal depuis plus de 20 ans. Le dernier maréchal du Second Empire est mort en 1895. Et donc le Parlement décide de recréer la dignité de maréchal et de donner à Joffre le bâton de maréchal. Et l'ombre des statues de Paris se projette sur les parvis, les trottoirs, les immeubles et les murs. Comme le disait Victor Hugo, les grands hommes font leur propre piédestal, l'avenir se charge de leurs statues. Dans les cimetières parisiens, les œuvres d'art sont légion, donnant une impression d'une grande armée de soldats éternels. Parmi eux, un autre maréchal d'Empire, Gouvion Saint-Cyr, commande ses troupes sur un champ de bataille de 42 hectares, le Père-Lachaise. Alors, le maréchal Gouvion Saint-Cyr est un cas très particulier dans les maréchaux d'Empire. C'est quelqu'un qui a été, on peut dire, mal avec Napoléon quasiment pendant toute l'histoire de l'Empire, mais que Napoléon estimait beaucoup sur le plan professionnel. Mais il trouvait que c'était un être très difficile. Et pourquoi était-il difficile aux yeux de l'empereur? Parce que Gouvion Saint-Cyr était un homme républicain. C'était un républicain qui ne s'était jamais vraiment rallié à l'Empire et qui pensait que cette façon de s'auto-couronner n'était pas dans la tradition de la Révolution. Restons encore un peu au Père-Lachaise avec cette statue étonnante, le gisant. Le gisant n'est autre que l'effigie de Victor Noir, journaliste de 22 ans, abattu en 1870 d'une balle de revolver par un bonapartiste. Ses funérailles, suivies par 100 000 personnes, provoquent de violentes manifestations anti-Napoléon III dont le régime devait tomber quelques mois plus tard. Cet assassinat émeut le public, on lance une souscription nationale et le sculpteur Aimé Jules Dalou, ami de Rodin, est chargé de créer une statue en bronze en hommage à Victor Noir. Le gisant est vêtu d'une redingote, d'une chemise déboutonnée et d'un pantalon moulant mettant en valeur un sexe en semi-érection. Et depuis plus de 130 ans, au Père-Lachaise, les jeunes femmes en mal d'amour viennent par superstition effleurer, caresser, frotter, malaxer l'endroit érotique du gisant. Alors, pourquoi ce sexe en semi-érection? Mystère et boule de gomme, le sculpteur Dalou a emporté le secret dans sa tombe. Paris,
tour Saint-Jacques, dernier vestige de l'église Saint-Jacques-des-Boucheries qui date du début du XVIe siècle. Au cœur de la ville, des sculpteurs, des tailleurs de pierre se mobilisent pour restaurer ce monument gothique. Et un savoir-faire méticuleux et précieux va permettre sa renaissance. Nous nous trouvons à la tour Saint-Jacques, au pied de la tour Saint-Jacques, au cœur de Paris, parce que c'est quasiment le point central de Paris, parce que tout partait de là. Donc c'est une tour qui a été construite au XVIe siècle, qui a été pas mal restaurée au XIXe. Et notre travail consiste à refaire les sculptures qui sont trop dégradées pour rester en place, qui menaceraient le public en dessous, et conserver, restaurer les autres pour les garder, pour garder l'originalité de la tour, garder son authenticité. C'est un chantier exceptionnel à plusieurs domaines, parce que d'abord, c'est un chantier qui est bien installé, c'est un chantier qui est bien équipé. Vous avez vu que la tour est bien protégée, donc on peut travailler dans de bonnes conditions. Et c'est surtout un chantier de qualité sculpturale extraordinaire, aussi bien ornementale, d'une richesse inouïe. Quand on a la chance d'y être dessus, on s'aperçoit sans arrêt des petits détails, des petits grotesques, etc. etc. Et puis, c'est un chantier dans lequel tous les corps d'état de notre profession peuvent s'exprimer, aussi bien la taille de pierre, qui est d'un raffinement extraordinaire, évidemment que la restauration, c'est-à-dire la conservation des sculptures, que la sculpture elle-même lorsqu'il faut refaire des pièces qui sont trop détériorées ou trop fragiles. Et il y en a une qui est coupée en deux, qui est fissurée en deux, vous verrez sur la partie supérieure, c'est Saint-Léonard. Il a eu le malheur d'être fait dans une pierre qui n'était pas assez homogène, dont une partie du banc était fragile, et il s'est coupé en deux. Il s'est fendu de haut en bas parce qu'il est posé en délit, c'est-à-dire les lits étaient en verticaux. La partie qui était fragile s'est trouvée sous l'eau, sous une arrivée d'eau, et donc il y a eu des infiltrations d'eau, le gel, les sels, ont fait que la pierre s'est coupée en deux, s'est séparée. Donc elle ne pouvait évidemment pas rester dans cet état-là. C'est moi qui vais sculpter Saint-Léonard. Et ça va être un grand plaisir pour moi, une grande première, je dirais, parce qu'une statue d'une grande importance comme ça, 2,50 m sur 80 de large et 60 de profondeur, c'est comme un monument quoi. En sculpture, c'est quand même intéressant à faire. Quoi. Quand j'ai vu la statue de Saint-Léonard en bas de l'échafaudage et que c'était vrai qu'elle allait la réaliser, c'est vrai que j'étais ému, quoi, parce que bon, c'est quand même quelque chose. Quoi. C'est ce que je disais auparavant, faire des réalisations d'une si grande importance, quoi, je veux dire, c'est émouvant, c'est vrai. C'est fort en émotion en tout cas. Notre pigeon n'est pas une girouette, il met le cap sud-sud-ouest. D'un vol, il traverse la Seine, l'île de la Cité, bifurque par le pont des Arts et vient se poser sur le parvis de l'Institut de France, quai de Conty. Grâce à lui, quel privilège! Nous entrons dans un des endroits les plus prestigieux de la capitale où les statues et les bustes sont légion. L'Institut de France a été créé en 1795. Sa mission est de perfectionner les arts et les sciences, de gérer les milliers de dons, de legs et de fondations dont il est dépositaire, se donnant ainsi les moyens d'exercer la première de ses missions. L'Institut est le regroupement de 5 académies, l'Académie des inscriptions et belles-lettres, l'Académie des sciences, l'Académie des beaux-arts, l'Académie des sciences morales et politiques et bien sûr l'Académie française. Tous ces académiciens sont protégés par la déesse de la sagesse, des arts, de la technique, des sciences et de la guerre, Minerve, symbole de l'Institut de France. La déesse Minerve est très fréquemment utilisée dans toute l'iconographie qui s'attache à l'Institut. Alors Minerve, c'est une déesse qui, sous ce nom-là, est romaine, mais qui connaît également une appellation grecque, puisqu'il s'agit d'Athéna. Donc Athéna chez les Grecs, Minerve chez les Romains, est une déesse très importante du panthéon antique, où elle occupe une place qui recouvre un assez grand nombre de fonctions.
Elle peut être aussi bien la divinité Polyade, c'est-à-dire celle qui protège la cité, mais elle peut être aussi celle qui protège les arts et les sciences. C'est-à-dire que c'est une déesse qui est une sorte de protectrice de toutes les ouvrages de l'esprit, mais aussi de ceux qui sont créés par les mains des artisans. C'est ainsi qu'elle protège les arts, mais elle protège également le tissage, par exemple, ou toutes sortes d'occupations qui peuvent conduire à la fabrication de la charrue, par exemple, ou du char. Voilà, donc c'est cela Athéna. Athéna qui est une déesse aussi qui est celle de la raison, qui est celle de la sagesse, qui est celle du savoir. C'est une déesse qui peut se faire guerrière, mais quand elle se mêle de guerre, ce n'est pas à la manière de son frère Arès, qui est lui un dieu qui cherche le sang. Athéna, elle, quand elle se mêle des choses de la guerre, c'est pour y introduire des notions de justice et de paix. Alors pour ce qui est du nombre exact des Athénas qui sont présentes à l'intérieur du palais, je ne sais pas si je peux en faire un compte exhaustif, mais j'en vois une déjà sur la façade, qui est venue remplacer d'ailleurs les armoiries de Mazarin, au moment où l'Institut est venu s'y installer. J'en vois une également qui se trouve dans la grande cour, qui est d'ailleurs un buste à l'antique qui a été créé par le fameux sculpteur Houdon. Il y en a également deux, l'une en bronze qui est un buste qui se trouve dans l'escalier de l'Académie, et également un moulage en plâtre d'une autre statue, une petite Athéna, qui se trouve d'ailleurs conservée dans les collections du musée du Louvre. En tant que correspondant de l'Institut, je peux vous dire qu'effectivement, la déesse Athéna est je dirais une patronne qui me paraît particulièrement bien choisie pour être le symbole de ces activités de l'esprit qui se développent dans cette institution. Toutes les Minerves de l'Académie saluent les immortels, du petit dernier, Max Gallo, au père fondateur, le cardinal de Richelieu, qui s'était proclamé protecteur de l'Académie. À sa mort, cette protection fut exercée par Louis XIV et par la suite tous les rois, empereurs et chefs d'État successifs de la France. Il est temps pour notre pigeon de faire allégeance au roi de France. À 2 pas de l'Institut, la statue équestre d'Henri IV, sculptée par François-Frédéric Lemot, a été placée sur le Pont-Neuf en 1818. On rendit ainsi hommage au ver galant qui inaugura ce pont en 1607, 3 ans avant de succomber au coup de poignard de ce fou de Ravaillac. Toutes les statues à l'effigie des rois de France furent détruites pendant la Révolution française. Et c'est au retour de la Restauration, sous l'influence de Louis XVIII, que l'on réinstallera des statues à la gloire de la royauté. Le roi représente la monarchie absolue de droit divin. Elle permet au monarque de légitimer son pouvoir grâce à la religion. Ne devant rendre compte à personne d'autre qu'à Dieu, une façon pour le souverain de se soustraire ainsi à bon nombre de critiques. Dans la mythologie française, le roi de France est le seul descendant de la famille du Christ. Je vous explique, vous avez la Vierge et Saint-Joseph qui sont cousins germains, ils représentent la branche de David et Salomon. Dans ce mariage, le Christ est le roi des Juifs puisqu'il réunit les 2 branches de David et de Salomon. Il n'y a pas de descendance, mais comme c'est une famille juive, la cousine de la Vierge, Sainte Anne, reprend cette descendance, et à la 5e génération, il y a Tétis IV qui se marie avec Clodomir, 5 rois troyens. Ces rois troyens montent le Danube et le Rhône et vont fonder des villes comme Troyes, Trèves et Cologne. Et on a là une civilisation que dans l'éducation républicaine on appelle les hordes sauvages, mais qui sont les tribus franques. Et les tribus franques ont des rois mythiques comme Mérové et Clodion Pharamond, qui sont les ancêtres de Clovis, qui sont le lien entre les rois mérovingiens et la famille du Christ. Et c'est pour ça que l'on dit royauté de droit divin.
Henri IV n'était pas légitime dans la succession au trône. Au lieu d'Henri IV, normalement, ça aurait été la branche des Bourbon-Bussy qui aurait dû monter sur le trône de France. Poursuivons notre inventaire des statues royales de Paris. Louis XIII se trouve au beau milieu de la place des Vosges. C'est un ouvrage de Jean-Pierre Cortot daté de 1825. Amusons-nous maintenant de demander aux Parisiens de placer Louis XIII dans l'ordre généalogique des rois de France. Ah, bonne question. Louis XIII, je crois que c'était le géniteur de Louis XIV. Donc il doit être entre Louis XI et Louis XIV. Entre Louis XIV et Louis XII. Entre Louis XII et puis Louis XIV. Enfin, je pense. Après, je sais que c'est Louis XIV. Ouais, mais avant. Ouais, c'est ça, moi qui me pose une colle. Et puis avant, je pense que ça devait être... Il n'y a pas de Louis XII dans ma mémoire, c'était peut-être du côté d'Henri IV. Gagné, cher monsieur, Louis XIII est bien le fils d'Henri IV et le papa du futur roi Soleil, Louis XIV, lieutenant de Dieu sur Terre. Louis XIII a dédié la France à la Vierge. Ça a été le meilleur roi que nous ayons eu au point de vue politique. Au point de vue rayonnement, c'est évidemment Louis XIV. Louis XIV représentait un rayonnement, une image des arts, de puissance, de faste. Mais ce n'a pas été le plus grand roi dans le sens de la royauté. Et à tout seigneur, tout honneur, la statue de Louis XIV, une des plus belles de Paris, a pour emplacement le centre de la place des Victoires. Louis XIV, j'ai l'impression qu'il était un peu extravagant, franchement. Mon roi préféré, c'est Louis XIV, le roi Soleil. Ah, mais c'est pas Louis XIV, ça. Paris. Paris est une fête, aurait dit Ernest Hemingway. Paris est un grand bal où les statues vont danser sur le gazon, aurait dit Charles Trenet. Elle joue à saute-mouton sur les ponts, elle galope en haut des toits, elle parade aux Champs-Élysées, elle batifole aux Folies Bergères. Elles sont gréco-romaines, néoclassiques, romantiques ou contemporaines. Le pigeon, curieux de tout, a déniché une statue très originale, place Marcel Aimé. L'auteur du Passe-Muraille a été statufié par le comédien Jean Marais. Et depuis son installation, les Montmartrois ont pris l'habitude de serrer la paluche de Marcel Aimé. Je te salue Marcel. Tu es là depuis 1999 et ta statue symbolise parfaitement toujours ce que tu as été. Un Passe-Muraille. Quelqu'un entre deux rives, deux courants, deux romans, deux idées. Soit à droite, soit à gauche. Je crois que les statues dans Paris, ou les statues d'une façon générale, ont pour objectif de laisser le regard de celui qu'elles représentent. C'est-à-dire qu'elles ont un véritable statut,
de nous rappeler que quelqu'un là, dans ce lieu ou dans cette ville, a pensé quelque chose qui mérite qu'on s'en souvienne. Les poètes passent leur temps à rêver et à lire, et les histoires de Marcel Aimé nourrissent leur imaginaire. J'ai lu Le Passe-Muraille. Avec La Jument verte, c'est fait partie des 2 livres qui m'ont le plus impressionné chez Marcel Aimé. Parce qu'il était justement cet homme qui était toujours entre 2 idées. Jamais satisfait de l'une, jamais satisfait de l'autre. Et c'est à partir de là où les contradictions chez Marcel Aimé ont commencé à voir le jour. Tous les déboires qu'il a eus, pour les prises de position soit à droite, soit à gauche. Alors je me souviens d'une phrase qu'il a écrite dans les Temps nouveaux qui disait « Si on devait demander aux Français de réécrire la recette du pot-au-feu, eh bien ils s'entredéchireraient pour savoir si c'est celle de droite ou celle de gauche qui l'emporterait. » À bientôt, mon cher Marcel. Au revoir Marcel Aimé et bonjour Georges Courteline. Les habitants du quartier Picpus, dans le 12e arrondissement de Paris, ne manquent jamais de saluer l'humoriste. C'est 6 ans après son décès en 1935 que le buste de ce grand boulevardier est inauguré. Sacha Guitry dira le jour de l'inauguration « Quand je rencontre dans Paris Jeanne d'Arc, Henri IV et Louis XIV sur leurs chevaux de bronze, je les salue tous, chapeau bas. Mais quand je traverse Paris, j'aimerais aussi rencontrer Courteline. C'est chose faite. » Courteline ne doit rien à personne, il n'a même pas de compte à rendre à Molière. Mais j'imagine que Molière doit se demander comment Courteline a bien pu s'y prendre pour écrire Boubou-Roche ou les Gaîtés de l'escadron après l'école des femmes. Je veux être enterrée avec une brosse à habits pour quand je tomberai en poussière. On doit la vérité aux gens intelligents, mais on doit le mensonge aux imbéciles. Il ne faut jamais gifler un sourd. Il perd la moitié du plaisir. Il sent la gifle, mais il ne l'entend pas. Il y a 2 sortes de femmes. Celles qui commandent et celles qui n'obéissent pas. Il y a 2 sortes de mariages. Le mariage blanc, le mariage multicolore, parce que chacun des 2 conjoints envoie de toutes les couleurs. Georges Courteline. Ouais, c'est pas mal ça, il y a de l'humour là-dedans. Là. C'est décidé, notre pigeon se sent en bonne compagnie avec les écrivains de Paris. Et c'est sur la rue Saint-Antoine qu'il organise un salon littéraire avec Beaumarchais. À 2 pas de la Bastille, la statue de bronze de Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais observe les Parisiens avec une pointe d'ironie dans le visage. C'est en 1895 que la statue de l'artiste Louis Clauzade a été inaugurée pour célébrer la mémoire de Beaumarchais, pas tout à fait 100 ans après sa mort en 1799. Les écrivains, les auteurs, les scénaristes, les réalisateurs lui doivent une chose essentielle, la création de la Société des auteurs dramatiques et par extension le système des droits d'auteur. Une perruque Louis XV, une canne à la main gauche, une redingote et des bas, l'œuvre est impeccable, si ce n'est quelques graffitis et tags inscrits sur la stèle qui rappellent que les statues appartiennent d'abord à la rue et aux révolutionnaires. Beaumarchais s'en fiche, il l'était aussi. Et esprit libre par-dessus le marché. Sans la liberté de blâmer, il n'est point d'éloge flatteur, écrivait l'auteur dans Le mariage de Figaro. J'ai joué justement à une scène du mariage de Figaro de Beaumarchais. D'une manière générale, la statue de Beaumarchais sur un boulevard qui n'est pas le boulevard Beaumarchais n'est pas tout à fait adéquat. J'aurais bien vu un peu plus haut ou dans une autre situation. Mais quoi qu'il en soit, les statues font l'ornement et la joie des touristes d'admirer des œuvres qu'ils ne trouvent pas dans d'autres pays, c'est tout. On dirait qu'ils nous regardent. Depuis 1895, M. de Beaumarchais n'a pas décroisé les bras, il est immobile depuis plus de 100 ans. Et notre balade dans ce Paris statufié se poursuit de Beaumarchais à Diderot. Boulevard Saint-Germain, l'œuvre en bronze du sculpteur Jean Gautrin représente le philosophe assis, la plume de l'écrivain est brandie comme une arme et son buste est fortement désaxé.
La statue glorifie Diderot, précurseur de la Révolution française. Écrivain et philosophe français, Denis Diderot s'affirme comme le chef de file du siècle des Lumières. Incarnation de l'honnête homme, ses ouvrages comme l'Encyclopédie n'en sont pas moins interdits. Et quand les Parisiens rencontrent la philosophie, c'est métro, boulot, Diderot. Tous les jours, on couche avec des femmes qu'on n'aime pas, on ne couche pas avec des femmes qu'on aime. Mais je ne suis pas d'accord, moi, je couche qu'avec les femmes que j'aime. Tous les jours, on couche avec des femmes qu'on n'aime pas et l'on ne couche pas avec des femmes qu'on aime. Ah oui, non, faut aimer pour coucher, je pense. Tous les jours, on couche avec des femmes qu'on n'aime pas et l'on ne couche pas avec des femmes qu'on aime. Mais moi, je pense que j'aime cette femme. Et tous les jours, on couche avec des femmes qu'on n'aime pas et l'on ne couche pas avec des femmes qu'on aime. Je pense que le mieux, c'est de coucher avec les deux. Savez-vous que la statue de Diderot a une relation épistolaire avec la statue de Voltaire au square Honoré-Champion ? Bien entendu, c'est notre pigeon voyageur qui transmet à Voltaire les missives. Cette statue de Voltaire a été conçue par Léon Drivier. C'est une commande de l'État français. Voltaire est ici depuis 1962, tranquille, à l'ombre des arbres du square. Anticlérical, Voltaire dénonça toute sa vie, de manière virulente, les dogmes et les religions. Et si Voltaire est tombé par terre, tout comme Rousseau dans le ruisseau, les Parisiens, quand ils se baladent derrière l'Académie française, tombent nez à nez avec ce Voltaire de pierre. Le nez dans le ruisseau, c'est la faute à Rousseau. Je suis tombé par terre, c'est la faute à Voltaire. Le nez dans le ruisseau, c'est la faute à Rousseau. Je suis tombé par terre, c'est la faute à Voltaire. Je suis né à Nanterre, c'est la faute à Voltaire. Le nez dans les ruisseaux, c'est la faute à Rousseau. Malgré les grilles du square Honoré-Champion, la statue de Voltaire est en liberté. Tout comme notre pigeon qui, décidément, côtoie les géants de la littérature et de la poésie. Victor Hugo habitait en son temps au 6 de la place des Vosges. Dans la maison du poète, devenue musée, dirigez-vous au 2e étage vers le buste héroïque du vieil Hugo, sculpté par Auguste Rodin. Arrêtez-vous, levez la tête et observez. Victor Hugo incline son visage, portant le poids du monde sur ses épaules. Ce buste a été commandé en 1902 pour l'ouverture du musée. Rodin a rencontré Victor Hugo en 1883, où il a fait un premier buste à l'illustre maître, à la suite du scandale de l'âge d'airain. Il a été fondu réellement quelques années plus tard, en 1906, et c'est un hommage du sculpteur au poète qu'il admirait énormément. La première fois que je vis Victor Hugo, disait Rodin, il me fit une impression profonde. Je crus voir un Jupiter français, et quand je l'ai mieux connu, il me parut tenir plus de l'Hercule que du Jupiter. La rencontre entre Rodin et Hugo s'est faite en 83, 1883. Rodin avait une quarantaine d'années, Hugo le double. Hugo était âgé, fatigué et refusait de poser pour Rodin. Il a donc invité Rodin à venir l'observer. Ce que Rodin a fait, il est venu déjeuner avec lui, le regarder, prendre des notes, des croquis. Il a fait énormément de dessins et de mémoire. À partir de ces dessins, il a fait un premier buste en 1883, le buste à l'illustre maître. Victor Hugo, un modèle exceptionnel sans cesse sollicité par les peintres et les sculpteurs. Ce buste héroïque est mon préféré. Je le préfère au buste de David d'Angers,
Ils ne sont pas tout à fait comparables. Le buste de David d'Angers est fait en 1938. C'est pas du tout la même glorification. C'est pas le même thème. Le buste de David d'Angers représente un homme sans attributs, avec uniquement une couronne. C'est la gloire un petit peu antique. Là, le buste de Rodin, c'est un homme qui est puissant, qui est presque battu, mais qui résiste. Tous les grands sculpteurs du 19e siècle ont travaillé sur ce titan littéraire. Dalou, David d'Angers, mais avec le temps et le talent, c'est Auguste Rodin qui l'emportera sur les autres. Ce siècle avait 2 ans. Rome remplaçait Sparte. Déjà Napoléon perçait sous Bonaparte. Et du premier consul, déjà, par maint endroit, le front de l'empereur brisait le masque étroit. Alors dans Besançon, vieille ville espagnole, jetée comme la graine au gré de l'air qui vole. Les statues de Paris sont comme une grande famille. Parmi elles, il existe les patriarches, les grands hommes, les figures de l'histoire. Entre l'avenue Winston Churchill et les Champs-Élysées sont réunis dans une conférence au sommet le général de Gaulle, Winston Churchill et Georges Clemenceau. Je trouve cette statue assez représentative, une démarche vers l'avant, un petit peu au vent, parce qu'on voit qu'il a une écharpe qui traîne au vent. Et avec le général de Gaulle, comme on a l'impression en fait, que chacun va se rejoindre dans un même point. En fait. Le général de Gaulle va dans une direction, Georges Clemenceau va dans une autre direction, et puis si on regarde bien, on peut arriver au même point. Peut-être que c'est une rencontre qui n'a pas eu lieu, mais qui peut avoir lieu. Clemenceau, de Gaulle, le rendez-vous des géants. D'un côté, le père la victoire, de l'autre, une certaine idée de la France. Ici, nous nous trouvons place Clemenceau depuis 1930 et je crois que la statue de Clemenceau a été inaugurée en 1932. Donc, c'est le père la victoire de 1918. Alors, je ne comprends pas beaucoup que De Gaulle ait été mis ici pour pas seulement faire la pige à Clemenceau, mais totalement l'annihiler. La statue sur les Champs-Élysées représente le général de Gaulle de 1944, celui de la libération de Paris. Je trouve que le général de Gaulle méritait sa place dans un coin très touristique. Vu de loin, on ne le voit pas très bien. Quand on s'approche, on trouve ça un peu bizarre, mais je trouve ça bien. Puis, naturellement, vu mon âge et ma barbe blanche, j'ai une grande admiration pour l'homme. Voilà. Alors sur un plan artistique, les deux statues, celle de Clemenceau, la première, et celle du général de Gaulle, la seconde, font preuve d'un réalisme étonnant, assez étonnant. Là, je reconnais bien de Gaulle. Tous les détails y sont dans le costume, même le geste des mains. Vous voyez, quand il descend les Champs-Élysées le 26 août, il salue comme ça. Quant à Georges Clemenceau, eh bien, oui, il a le casque du poilu de la Grande Guerre. Il fait opiniâtre par rapport à De Gaulle. De Gaulle est là, comme ça, la grandeur, n'est-ce pas? Tandis que le père la victoire, il y a une opiniâtreté. Mais enfin, il a assuré la guerre, la victoire, en réussissant à placer le général Foch à la tête du commandement interallié, quoi. Georges Clemenceau, le général de Gaulle, et un peu plus loin vers la Seine, à 2 enjambées militaires du pont Alexandre III, la statue de Winston Churchill.
Cette œuvre en bronze 100% indomptable représente Churchill marchant à l'aide d'une canne en tenue de l'armée britannique. On l'imagine presque prononcer son discours à la Chambre des communes le 4 juin 1940, après l'évacuation dramatique du port de Dunkerque et le retrait vers la mer de 338 000 soldats anglais. Discours légendaire qui se terminait par ces mots « We shall never surrender », nous ne nous rendrons jamais. We will fight them on the beaches, we will fight them in the streets and the cities and in the mountains, we will never surrender. Le vieux lion a été sculpté par Jean Cardot de l'Académie des Beaux-Arts. La ressemblance physique avec le personnage ne laisse aucun doute sur le grand talent du sculpteur. Nous avons eu cette inauguration ici. Nous étions installés en face, il y avait les tribunes. Lady Mary Churchill, qui est la fille de Winston Churchill, était là. Elle est venue assister à la cérémonie et moi-même je l'ai accompagnée, comme j'étais un des organisateurs avec tous les Français libres, d'ailleurs je n'étais pas le seul. Je l'ai amenée jusqu'ici et quand elle a vu la statue, elle a dit « Oh, c'est fantastique ! Quelle ressemblance avec mon père !» À l'ombre du Petit Palais, la statue du Premier ministre anglais est à la fois imposante et intimidante. Si bien que de mémoire de Parisien, depuis 1998, on n'a jamais vu un pigeon se poser sur la casquette de la statue de Sir Winston Churchill. Cette statue de Winston Churchill ressemble un petit peu à celle de Clémenceau, enfin sur le plan de l'opiniâtreté. Bon, l'un était vendéen, l'autre était anglais. L'un était le tigre, l'autre était le lion ou le vieux lion, je ne sais plus exactement. Donc ce sont des animaux. Pour le général de Gaulle, non, c'était le grand Charles, Charlot, le grand. Voilà, alors maintenant, donc, Churchill, eh bien, a une... bon, il est là, il n'embête personne, il est là. Notre pigeon, un inlassable voyageur, quitte les Champs-Élysées et revient faire un tour au Jardin du Luxembourg. Il a une affection toute particulière pour la Statue de la Liberté. La Statue de la Liberté est liée à tout jamais au nom de son père créateur, Frédéric Auguste Bartholdi. Le sculpteur a réalisé plusieurs modèles, un évidemment à New York et deux à Paris, celui du Jardin du Luxembourg et celui qui se trouve sur la pointe de l'île de Cygnes, en face de la Maison de la Radio. Pour célébrer l'amitié franco-américaine, Bartholdi et la France offrent en 1886 aux États-Unis une statue de 46,50 m, 225 tonnes avec un joli nez d'1,48 m qui représente une femme, symbole de la liberté éclairant le monde, drapée dans une toge, élevant une torche de la main droite. Sur les tablettes qu'elle tient de la main gauche, on peut lire en chiffres romains 4 juillet 1776, jour de l'indépendance américaine. On la trouve merveilleuse, elle est très bien placée, c'est pour ça qu'on s'est installé devant. Oui, oui, on la trouve magnifique. D'ailleurs, on trouve ce jardin extraordinaire. Ah oui. Non, à propos de la Statue de la Liberté, c'est la première fois que je la vois. Ça y est, c'est le soir sur Paris. Les statues reprennent le contrôle de la ville. Danton harangue la foule à Odéon. Henri IV triomphe au Pont-Neuf. Joffre parade à l'école militaire. Louis XIII chevauche la place des Vosges. Louis XIV irradie la place des Victoires. Le maréchal Ney se meurt à l'Observatoire. Verlaine se lamente au Jardin du Luxembourg. Et Voltaire ironise derrière l'Académie française. Paris, c'est bien connu, se couche au dernier métro et s'éveille à 5 h du matin. Les pigeons vont dormir sous les toits, les touristes abandonnent durant ces quelques heures nocturnes la Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe et les Champs-Élysées. Le monde de la nuit du Paris interlope a disparu. Belphégor ne hante plus le musée du Louvre, Fantomas a pris sa retraite.
Parisiens, dormez tranquilles, le monde moderne a eu raison des maléfices. Seul, peut-être, le Balzac de Rodin après minuit intrigue les rares noctambules. Comme par magie et par le saint génie du sculpteur, Balzac est en mouvement, il est drapé dans une grande cape de la tête aux pieds, comme un fantôme, pour faire peur aux enfants. L'art ainsi, disait Auguste Rodin, se prolonge en mystérieuses ondes, et à partir d'une certaine heure de la nuit, les statues de Paris reprennent leur liberté.